Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Francis Delperrey. Bonjour. Bonjour. Député fédéral CDH, futur président de la commission d'enquête Kazakh-Gate. Tout d'abord, avec ce qui s'est passé hier, les élections primaires de la droite en France, je voudrais savoir si vous étiez satisfait de la victoire de François Fillon à cette primaire, parce que Benoît Ludgen, quand on lui demandait son avis avant, il était plutôt Juppé, et Julie De Groot, elle préférait Macron. Alors, cette victoire de Fillon, pour vous? Manifestement, au CDH, l'idée, elle est plutôt dans le sens de Juppé. Centre, mais en même temps un centre ouvert à des réalités sociales, culturelles, assez ouvert aussi sur le plan politique. Maintenant, voilà, je n'aime pas dire les électeurs, mais les citoyens, en tout cas, ceux qui ont collaboré aux primaires, ils ont tranché. Je crois que Fillon a tout de même montré qu'il y avait une manière de faire de la politique en travaillant sur le terrain, en travaillant de façon sérieuse, et je crois que c'est de bon augure. Donc, un bon candidat pour les présidentielles? Je crois que dans l'état actuel des choses, notamment vis-à-vis d'un candidat assez improbable de gauche ou bien de Marine Le Pen, Fillon a de bonnes chances. Alors, parlons toujours de présidence, mais cette fois-ci de la présidence de la commission d'enquête. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose, une autre présidence. On a quand même entendu et lu ces derniers jours qu'il y avait certains partis flamands qui remettaient en cause la possibilité pour vous d'être président de cette commission parce qu'ils disaient que vous avez un lien avec l'Ordre de Malte. Alors, quel est ce lien avec l'Ordre de Malte? L'Ordre de Malte qui est cité dans l'affaire du Kazakh-Gate, par ailleurs. Le lien, tout simplement, une décoration. Vous savez, moi, j'ai enseigné pendant 35 ans à l'université. Au cours de cette carrière, j'ai reçu, oui, des diplômes, des titres, des médailles. Honoris causa, comme on dit dans les milieux académiques, c'est-à-dire que, voilà, un État, l'État belge, ou un État étranger, une organisation internationale, une institution publique ou privée, voilà, veut reconnaître des mérites universitaires qu'elle juge dignes d'intérêt. Bon, vous connaissez le mot de Paul-Henri Spaak, hein. Une décoration, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas, et il ajoutait aussi, ça ne se porte pas. Et donc vous ne la portez pas, mais vous l'avez eu en 2002, donc bien avant de faire de la politique. En 2002, je n'étais pas du tout en politique, c'est vraiment quelque chose, et donc vous n'êtes pas honorifique. Membre de cet ordre? Ah non, non, non. Vous êtes juste décoré par l'ordre? J'ai reçu la Légion d'honneur, je ne suis pas français. J'ai reçu l'ordre du mérite italien, je ne suis pas italien. Donc ça ne remet pas en cause cette présidence qui devrait être, vous être donnée jeudi? Ce ne serait pas très sérieux de tirer argument de cela, ou alors on a d'autres idées derrière la tête. Alors parlons de cette commission d'enquête et de son rôle. Tout d'abord, vous allez devoir un peu vous intéresser à cette naturalisation de ce monsieur Chaudieff, l'homme par qui tout le scandale est arrivé. Cette naturalisation, comment s'est-elle faite aujourd'hui et quels vont être vos devoirs d'enquête finalement? Mais aujourd'hui et demain, nous avons discuté, et nous discutons encore d'ailleurs des missions exactes de la commission d'enquête, et au fond il y a 3 thèmes. Premier thème, c'est comment une loi sur la transaction pénale a-t-elle vu le jour? 2, comment cette loi a-t-elle été appliquée? Et puis 3, le dossier que vous évoquez maintenant, c'est la naturalisation de M. Chaudieff et l'acquisition aussi de la nationalité par une autre personne. Vous savez comme moi que la naturalisation est un acte du pouvoir législatif. C'est la Chambre qui dit, à un moment donné, que telle personne de nationalité étrangère a aussi la nationalité belge. Mais il y a évidemment des enquêtes qui doivent être faites, notamment dans les communes, par les services de police, par les services administratifs, et le dossier arrive ensuite à la Chambre des représentants. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cette commission d'enquête? Parce que, à ce propos-là, parce qu'on a lu que c'est à Waterloo qu'habitait ce Chaudieff, qu'il y a eu une enquête de police, qu'au début, l'enquête dit c'est plutôt négatif, et puis tout d'un coup, l'enquête devient positive, comme par miracle. Il y a un avis négatif aussi du parquet. Oui, donc deux avis négatifs au départ, et finalement, ça devient positif quand ça passe par le bourgmestre et par la police de Waterloo, et cet homme qui ne parle même pas français. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous allez pouvoir enquêter là-dessus? Ça, c'est les investigations à faire, n'est-ce pas? Je crois qu'il y aura certainement
des investigations à faire à la commune de Waterloo, auprès des services administratifs, auprès des services de police, auprès du parquet. Pourquoi ont-ils donné un avis négatif et puis finalement, dans quelles conditions est-ce que la Chambre des représentants a été amenée à statuer? Et quels sont vos pouvoirs, en fait, quand vous faites cette commission d'enquête? Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un comme Serge Kubla de venir témoigner, ou alors aux Français qui sont concernés par cette enquête, je ne sais pas moi, Sarkozy, vous avez parlé de Fillon aussi. Dans la vieille loi, la loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires, il y a une formule qui appelle évidemment des précisions. On dit qu'au fond, la commission d'enquête a les pouvoirs d'un juge d'instruction. Un juge d'instruction, il peut faire venir une personne, il peut saisir des documents, il peut se procurer des pièces, il peut entendre sous des formes différentes l'une ou l'autre personne, avec d'ailleurs le concours. Prenez le cas, c'est un fonctionnaire qui doit être entendu, il faut l'autorisation du ministre dont il dépend. C'est un magistrat qui doit être entendu, il faut l'autorisation du chef de corps, comme on dit. Il y a peut-être aussi l'intervention du comité P, du comité R, comité police, comité R, comité renseignement et sécurité. Et donc, il y a un ensemble de moyens qui doivent être mis en œuvre, y compris, pourquoi pas, au niveau international. Il ne faut pas avoir non plus le fantasme de la personne qui vient à la barre, comme on dit, et qui est amenée tout à coup à s'expliquer devant la justice du peuple. Non, d'abord, le Parlement n'est pas un tribunal, mais le Parlement a, par le biais de sa commission d'enquête, des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'instruction assez importants. Donc ce sera plutôt un magistrat qui va enquêter pour vous, notamment. Et qui vous donnera... C'est un procédé tout à fait classique. Il y a peut-être aussi l'invitation à comparaître. Alors comment on va faire aussi pour ne pas confondre avec ce que la justice fait de son côté? Comment on fait la différence? Là, il y a dans la loi, qui est la loi donc, sur les enquêtes parlementaires, une formule que je ne peux pas m'empêcher de citer. Elle consiste à dire que les enquêtes menées par la Chambre des représentants, on y est, ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire. Donc on est vraiment dans deux domaines différents, avec lesquels elles peuvent entrer en concours. Autrement dit, on avance en quelque sorte en parallèle, sans en entraver le déroulement. Vous voyez qu'il y a un équilibre extrêmement subtil, deux enquêtes qui sont en parallèle, sans que l'une ne puisse entraver l'autre. Mais je vous donne un exemple. Il y a aujourd'hui une information judiciaire sur un certain nombre de sujets relatifs à la transaction pénale. Et le ministre de la Justice nous dit, donc on dit ça la semaine dernière, que cette information judiciaire est pratiquement en voie de se terminer. Bon, il y aura là un matériau extrêmement intéressant. Il y a des informations, il y a des témoignages, il y a des réunions qui ont eu lieu avec X, Y, Z qui ont répondu aux questions des enquêteurs. Donc, ça, vous ne devrez pas le refaire, en fait. Voilà, typiquement un procédé par lequel la Commission peut s'informer et au départ de cette information peut-être aller un peu plus loin. Alors un de vos boulots aussi, ce sera peut-être de donner des conseils en matière de déontologie, parce que le cas de Decker, on voit bien que il y a des problèmes de déontologie. Qu'est-ce que peut faire le député, ou le sénateur en l'occurrence, s'il est avocat ou pas, ou d'autres métiers. D'abord, sur cette déontologie, pourquoi c'est pas clair ce que peut faire un député ou pas? Vous avez un code de déontologie quand même. Il y a un code de déontologie qui vient d'ailleurs d'être établi pour les parlementaires fédéraux. Mais vous savez, déontologie, on dit par exemple qu'un parlementaire doit faire preuve de désintéressement. Il ne doit pas recevoir de l'argent de l'extérieur pour accomplir sa mission. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire s'il est avocat et qu'il reçoit de l'argent en tant qu'avocat, est-ce que en tant qu'avocat, justement, agissait-il en tant qu'avocat, n'agissait-il pas en tant qu'avocat? Un code de déontologie, c'est très bien, mais il faut aussi l'appliquer ou le faire appliquer dans des cas concrets. J'ajoute quand même qu'il n'y a pas que la déontologie, il y a aussi le droit pénal. La corruption est une infraction au regard de la loi pénale. Le trafic d'influence est une infraction au regard du droit pénal. C'est là justement que l'enquête judiciaire doit pouvoir suivre son cours. Alors, quel est votre avis d'homme, de sénateur, de constitutionnaliste sur Armand de Decker, que vous avez côtoyé pendant des années dans les assemblées
a-t-il fait preuve de légèreté en matière de déontologie? A-t-il eu raison, par exemple, d'aller voir ce ministre de la Justice chez lui un dimanche? Nous n'allons pas faire l'enquête sur le plateau de BX1. Armand de Decker est un collègue, un ami, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de fréquenter, notamment dans les assemblées sénatoriales. Armand de Decker a dit samedi, c'était un témoignage qu'il donnait à l'Écho, qu'il avait manifestement commis une erreur en allant à Courtrai voir le ministre de la Justice, à propos d'un cas particulier. Donc vous confirmez, c'était une erreur, s'il le dit lui-même. Ah, il le dit lui-même, moi je n'étais pas à Courtrai, je n'étais pas dans cette rencontre-là, il ne m'en a pas parlé depuis lors, mais là, manifestement, il dit c'est une démarche que je n'aurais pas dû accomplir. Alors, en matière de cumul, parce que quand on parle de déontologie, on parle souvent cumul, et le PS a une nouvelle idée, c'est de proposer que le premier mandat soit payant, mais que le deuxième mandat, s'il y a cumul, lui soit gratuit. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Que le CDH pourrait suivre? C'est une question à discuter dans les enceintes. Il faut voir aussi d'ailleurs à quel niveau, parce que nous parlons surtout ici maintenant de la question des cumuls au niveau wallon. Il faudra voir s'il ne faut pas généraliser ce genre de problématique. C'est évidemment une formule qui risque d'amener un certain nombre d'hommes et de femmes à ne pas finalement assumer un deuxième mandat, mais certains vous diront aussi que tout mandat et toute fonction mérite salaire. Donc le débat, je crois, ne fait que s'ouvrir, mais la formule PS, moi je peux y souscrire. Et alors sur la déontologie, un code de déontologie qui serait valable pour toutes les assemblées, il y a déjà ce code fédéral, pourquoi ce n'est pas le cas dans les autres assemblées? Je crois que les autres assemblées pourraient très facilement s'inspirer du code fédéral et peut-être arriver à un corpus commun, valable pour tous les parlementaires, d'autant plus que, vous savez, les navettes entre assemblées, c'est même aussi un phénomène fréquent dans notre vie politique. Merci Francis Delperrey. Demain, on se retrouve avec une autre interview. Bonne journée, bonne soirée.